Bonsoir à tous et merci de votre présence ce soir. Nous revenons aujourd'hui après l'expérience de Kogi de la semaine passée, donc à un format plus classique de mon dose pour cette 14e semaine. Pour cette occasion, nous sommes très heureux d'accueillir Ramon Egea. Alors, on place volontiers le judo dans la catégorie des arts martiaux. Il s'agit donc d'une discipline en lien avec le combat ou, pour reprendre les termes de Kano Jigoro, l'attaque-défense. Si, comme je l'espère, il ne viendra à l'esprit d'aucun d'entre nous de l'utiliser en attaque en première intention, qu'en est-il de la légitimité de son emploi en défense? D'autant qu'au judo, dans son expression randori, s'ajoute tout un arsenal, notamment d'atemi par le kata. Et bien sûr, un travail spécifique au travers de ce qu'il convient aujourd'hui de considérer comme la part de Jujutsu. Cette approche Jujutsu est d'autant plus prégnante qu'elle figure actuellement au programme des grades, jusqu'à l'accès au grade, pour lesquels on trouvera, pour le 5e dan, la formulation de Jujutsu et pour le 6e dan de self-défense. Alors, simple subtilité langagière ou perspective différente d'un même aspect, la préservation de soi. Ramon est 7e dan, et, ajouterai-je, un véritable passionné qui fait profiter le judo, mais aussi les générations qui le suivent, de son engagement indéfectible, de sa vision des hommes et des choses, noble, ambitieuse et toujours bienveillante et chaleureuse. Compétiteur, plusieurs fois finaliste des championnats d'Europe de la police, Ramon a fait toute sa carrière dans la police judiciaire. Si, pour la plupart d'entre nous, la frontière, et parfois ce qui peut nous apparaître comme une zone grise entre licite et illicite, nous serait plutôt comme étant de l'ordre du concept, de la théorie, cela a été sa réalité sur plusieurs décennies, tout comme, toujours possible, toujours présente, la menace physique. Et c'est de cette expérience, complétée par la réflexion et le travail sur ces aspects, dont nous allons profiter dès maintenant. Ramon, nous t'écoutons. Merci Yves, merci pour cette présentation à la fois bienveillante et particulièrement sympathique. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui sont présents là. Je vois beaucoup d'amis, je vois pas tout le monde, puisque sur mon écran, je vois pas tout le monde, mais j'ai remarqué déjà la présence d'un certain nombre d'amis, que je remercie d'avoir pris du temps pour partager un moment de réflexion avec nous. Et puis, remercier, j'ai vu les présidents, notamment Franck Opitz, qui est là. Je ne sais pas si Claude Dubos est là ou pas. Vous savez, l'intérêt et le plaisir que j'ai à voir des actions menées sur ces deux grandes régions. Et je vais remercier particulièrement Yves et Michel, puisque c'est Michel qui m'avait sollicité pour traiter de ce sujet. Je les remercie tous les deux de l'estime qu'ils me témoignent en me proposant la participation à ce Mondo. Et remercier particulièrement Yves pour ce qu'il fait dans la continuité de ce que moi j'avais proposé comme vice-président à la culture au judo. Je te remercie sincèrement Yves parce que ce que tu fais dans cette période difficile avec ce Covid, cet isolement qui nous renvoie tous à nos domiciles, de nous permettre de nous réunir avec ces mondos, ces Kogi, régulièrement et donc de nous retrouver dans cet esprit de partage qui caractérise notre discipline. Alors, le thème judo et défense personnelle, c'est déjà un thème très large qui intéresse à peu près tout le monde, des judokas ou des non-judokas. C'est un thème d'actualité dans une société qui vit une violence endémique, là, une société qui est en manque de repères, avec des gens qui manquent aussi de contrôle, de projets personnels et qui ont, comme tout un chacun, un potentiel de violence inné qui tient de notre hérédité. Donc, ce thème, qui est assez général et sauf meilleur avis de votre part, je voudrais vous le présenter en deux parties. La première partie, c'est peut-on se défendre avec le judo comme idée sous-entendue, c'est est-ce que le judo est efficace pour se défendre? Et en deuxième partie, si vous voulez, je vais vous proposer la question, a-t-on le droit de se servir du judo pour se défendre? Voilà les deux grandes idées qui me sont venues lorsque le thème a été proposé. Et je me suis dit, bon, sous quel angle faire une proposition de réflexion? Et finalement, je pense que ces deux angles-là, l'effectivité du judo pour la défense personnelle et la possibilité légale de le faire.
Donc, première question à laquelle je voudrais qu'on évoque quelques éléments ensemble pour faire suite à ce qui sera le Mondo, les questions-réponses. Et c'est une question finalement, est-ce que le judo est efficace? C'est une question de néophyte parce qu'il faut rappeler, même si je vais le faire brièvement, que le judo, le Kodokan Judo de Jigoro Kano, c'est en fait une synthèse des diverses méthodes de combat de plusieurs écoles de Jiu-Jitsu et qu'il a regroupé. Il a regroupé cet art martial, ce système de combat, en trois groupes. Le premier groupe, c'est le Nagewaza, toutes les techniques de projection. Le deuxième groupe, c'est le Katamewaza, c'est-à-dire les techniques à la fois de contrôle et de soumission. Et le troisième groupe, j'en dirais un mot de façon un peu plus longue, un peu plus développée, c'est l'Atemiwaza. L'Atemiwaza, c'était les coups qui étaient portés, frappés sur les points vulnérables du corps humain. Et ce groupe-là, ce troisième groupe, en fait, se divisait en deux autres sous-groupes. C'est l'Ude-Ate, c'est-à-dire les coups qui étaient frappés avec le coude et les mains, et les Hashi-Ate, les coups frappés avec les pieds et le genou. Ce troisième groupe, donc, il est moins mis en évidence, il est moins pratiqué, sauf pour nous, avec les katas. Dans les katas, on a un groupe d'atemi, c'est un groupe d'atemi dans lesquels on retrouve effectivement les coups frappés avec les mains, pas les coudes, mais les coups frappés avec le genou et les pieds dans le nage no kata, dans le kime no kata, dans le ju no kata, et un peu plus tard avec le Goshinjitsu. Et on a encore aussi l'étude des atémies avec le travail sur le Jujitsu. Je ne vais pas rappeler l'histoire du judo et du Jujitsu parce que ça a été fait, je pense, de façon extrêmement brillante par d'autres intervenants. Mais dans le Jiu-Jitsu, donc, on a une pratique de Jiu-Jitsu qu'on a gardée dans les clubs. Et pour les Dan, par exemple, on a une référence à cette partie, notamment avec les 20 attaques, puisqu'elles sont demandées en termes de défense sur l'unité de valeur défense pour la démonstration de l'effectivité de ce qu'on pourrait faire pour se défendre avec le judo. Le judo a fait la preuve de son efficacité avec Jigoro Kano, notamment au début de son existence, par les combats qu'il a dû faire gagner par ses élèves contre des représentants des écoles de Jiu-Jitsu particulièrement aguerris au combat et à l'efficacité du combat. Je crois que, enfin, je crois pas, moi je vais vous dire que mon idée là-dessus, c'est que Jigoro Kano a eu l'intelligence de supprimer toutes les techniques qui étaient dangereuses. Parce que finalement, on ne pouvait pas aller, c'est un peu comme pour les atémies, aller au bout de l'action sans finalement avoir assez rapidement un manque de partenaires ou un manque de combattants. Donc, en supprimant toutes les techniques les plus dangereuses, en rendant la pratique plus sûre, il a permis qu'on ait un entraînement, une répétition, un accomplissement de la technique jusqu'à un résultat qui était validé ou qui est validé par le Ippon en judo, comme par le KO en boxe, et qui fait référence donc à une efficacité réelle. Et de ce point de vue, donc, en sortant ces techniques dangereuses, il a développé et le physique, et le mental, et l'efficacité des techniques qu'il a gardées. Et il a donné ainsi la possibilité d'être très fort sur ce qui restait comme technique et d'être extrêmement efficace. L'efficacité, elle vient aussi d'autres secteurs qu'il a mis en place, et toujours de façon extrêmement intelligente. C'est l'utilisation de la force de l'adversaire, c'est ce triptyque Tsukuri Kuzushi Gake, et c'est ce principe aussi de action, réaction, action. Tous ces éléments-là qu'il a mis en évidence, qu'il a fait travailler, font que le judo, de mon point de vue, est extrêmement efficace. On a gardé, on a le judo sportif avec les championnes et champions olympiques ont donné une image très sportive du judo, très publique, très enthousiaste, mais et dans les clubs, et en même temps, je voulais dire, dans les clubs, on a gardé une pratique de jiu-jitsu, soit avec plus ou moins
de cours, plus ou moins de durée dans le cours selon les clubs, mais on a gardé une pratique de Jiu-Jitsu dans beaucoup de clubs. Et cette pratique, elle fait référence à notre histoire du judo dans notre fédération. Et le point de départ que moi j'identifie, c'est la méthode Kawashi avec son livre Ma méthode de self-défense, hein, qui gardait pour maintenir un contact étroit avec le judo. Donc, dans les clubs, quand moi j'ai commencé le judo, il y avait toujours une part de jiu-jitsu. Là, je vois quelques anciens qui sont dans la même histoire que moi, c'est-à-dire qu'on faisait du jiu-jitsu. D'ailleurs, certains d'entre nous complétaient par un peu de karaté, d'aïkido. On complétait un tout petit peu ces connaissances avec des disciplines voisines. Et cette pratique du jiu-jitsu qui complétait notre pratique du judo, si elle a commencé pour moi avec la méthode Kawashi, elle s'est poursuivie avec Bernard Pariset et son livre Jiu-Jitsu moderne par l'image, puis par Eugène Domagata, notre regretté Eugène, avec toute son équipe et la mise en place avec la fédération d'une structure de l'enseignement du Jiu-Jitsu dessus, avec des représentants notamment en région. Il y en a là, comme Jacques Seguin, qui était représentant ou qui était le correspondant plus exactement du Jiu-Jitsu dans nos régions. Il y a eu donc de façon concomitante cette pratique du judo sportif et toujours l'existence de cette notion d'efficacité liée au judo avec la self-défense. Et on retrouve toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 20 attaques dans le programme des grades. Enfin, le judo est efficace de façon naturelle parce que finalement, c'est une discipline de contact, de corps à corps. Et naturellement, les occasions d'arriver au corps à corps sont nombreuses parce que, s'agisse de votre choix ou celui de votre agresseur, ou celui de limiter l'efficacité des coups, le rapprochement des corps, finalement, réduit ou supprime l'efficacité des coups. C'est ce qu'on peut voir quand les boxeurs se rapprochent l'un de l'autre. On voit ça sur les rings, quand il y en a un qui est en difficulté parce que l'autre lui assène des coups efficaces, eh bien, il vient au corps à corps. Et comme le corps à corps, c'est notre spécificité, on peut retrouver là un élément tout à fait naturel de l'efficacité du judo. Donc ma réponse par rapport à la question de est-ce qu'on peut se défendre avec le judo, ma réponse est sans équivoque oui, pour les raisons que je viens de dire. C'est-à-dire qu'au corps à corps, ça reste notre spécialité, c'est l'utilisation de la force de l'adversaire, c'est une activité où on intervient de façon stratégique avec des actions, réactions, actions qui permettent d'aller au sol et de conclure au sol avec un certain nombre de techniques qui ont été validées par l'efficacité, soit sur les combats réels, comme je l'ai dit, dans l'histoire du Jiu-Jitsu, soit avec la compétition, notamment celle du plus haut niveau, qui renvoie pour le coup à l'efficacité. Donc oui, le judo est efficace, mais je vais dire sous réserve. Alors il y a quand même des éléments de réserve pour limiter un peu l'enthousiasme qu'on pourrait avoir d'entrer sur toutes ces bonnes raisons que j'ai évoquées. La première de ces réserves, c'est l'évolution de notre pratique. J'ai dit en préambule que finalement, en enlevant les techniques les plus dangereuses, on a permis un développement de l'entraînement, de la répétition et donc de l'efficacité des techniques qui forment le Gokyo. Aujourd'hui, avec les règles d'arbitrage qui régissent la compétition du plus haut niveau, avec l'interdiction d'utiliser des techniques en dessous de la ceinture, comme Morotegari, comme Teguruma, Kataguruma, Kushikidaushi, enfin toutes ces techniques-là qui sont particulièrement efficaces et dont l'efficacité a été démontrée notamment par le jiu-jitsu brésilien et la liaison de boussole. Ces techniques-là dans notre pratique, elles ne sont plus, alors sous la réserve évidemment qu'on peut toujours les enseigner, mais comme l'orientation principale ou le point d'entrée, le point de curiosité ou d'attrait principal, c'est la compétition comme elle se déroule actuellement, et la diminution du niveau de pratique de ces techniques va entraîner forcément une diminution de l'efficacité du judo. Une deuxième réserve sur l'efficacité du judo, c'est le nombre d'agresseurs. Évidemment que de 1 contre 1 au corps à corps, quand vous êtes entraîné au judo,
de mon point de vue, et personne, je pense, n'en doute, l'efficacité du judo est réelle. Par contre, quand il y a plusieurs agresseurs, là, il y a une difficulté parce qu'effectivement, dès qu'on est lié, ben, on perd de la disponibilité dans les déplacements, on perd de la disponibilité pour établir des techniques différentes. Et puis, la notion d'efficacité sur le sol, pour le coup, elle devient négative, puisque aller au sol contre quelqu'un alors que d'autres peuvent vous frapper, ce serait évidemment un non-sens. Et il y a également dans mes réserves l'agression avec les armes. Alors, l'agression avec les armes, pourquoi? Parce que si on étudie les techniques avec les katas, et c'est aussi l'intérêt d'étudier les techniques, parce que finalement, on étudie les défenses contre les armes qu'à cette occasion, autant la connaissance technique peut être tout à fait présente, autant la compétence à se servir de ça en situation réelle euh, bon, je vais émettre quelques réserves parce que entre l'étude technique et la réalité du combat, il va apparaître un élément supplémentaire que je mets dans le champ des réserves, c'est celui de la gestion du stress. Vous savez qu'en situation de stress, on est un certain nombre à avoir fait de la compétition ou avoir accompagné des compétiteurs ou s'être intéressé à cette question de la notion du stress. Entre une situation de stress normale, contrôlée, sur une situation de combat rituel, y compris des combats de compétition, on est sur une gestion normale, sauf qu'à un certain degré, on peut se retrouver à mal gérer l'analyse du combat, à mal gérer le niveau de l'opposition et être finalement mis en difficulté. Tout ça, pourquoi? Parce que cet élément-là de la gestion du stress, elle fait référence à nos cerveaux. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le nouveau cerveau, qui peuvent avoir d'autres noms d'ailleurs, le limbique ou émotionnel, qui peut être le cerveau, le cortex, et le nouveau cerveau, le néocortex, qui fait référence à la raison et à la compréhension. Quand on est, quand on est en situation normale, on peut avoir plusieurs niveaux d'attention. On peut écouter de la musique, on peut lire, écouter de la musique, on peut même se gratter. Parce que ces cerveaux, ils sont indépendants, ils réagissent comme des organes indépendants et ils sont toujours en communication. Ce qui fait que quand on est dans une situation normale de confort ou de stress tout à fait maîtrisé, on a toujours un peu de stress dans la vie, hein, et c'est nécessaire à la vie, hein, mais en fonction du niveau, le, le, la gestion par le cerveau est différente. Donc, quand on est dans une situation d'attention, on gère bien ça. La difficulté, c'est quand on est dans une situation d'agression, et notamment d'agression vitale. Et là, le cerveau primitif prend les commandes. Il y aura une seule information qui sera traitée, l'information qui est en relation avec la défense ou l'attaque. Et cette information, elle passera par l'œil, la décision, l'action. Une seule information, donc, et une seule réponse. Ce qui veut dire que dans une situation vitale, ce n'est pas la peine de donner plusieurs informations, elles ne seront pas traitées. Et le cerveau reptilien aura trois stratégies. L'attaque, la défense qui va inclure la sidération, et l'attaque, la défense et la sidération. Donc, dans l'attaque, tout le monde a compris. La défense, elle inclut la fuite. Et la sidération, eh ben, vous êtes pétrifié. Vous n'avez pas pu réagir. Vous ne savez pas trop comment ça s'est passé. Cette information, je la donne, je fais cette discrétion par rapport au kata. Quand on fait l'étude des katas, on dit aux gens, gardez la tête haute, regardez l'horizon, ce qui sous-entend aussi toute cette vision périphérique. Ça, ce sont des éléments que l'on apprend, dont on n'a pas toujours conscience de l'importance pour la réalité du combat. Donc, j'ai fait cette première
information, sa première présentation par rapport à la première question, dont chacun peut avoir une idée personnelle d'ailleurs. Est-ce que le judo est efficace? Eh ben, ça dépend de votre niveau, ça dépend de votre expérience personnelle, ça dépend aussi de votre idée sur la question et de vos pratiques personnelles. Donc, cette première question, j'ai dit sur cette première question, c'est que j'en passe de façon générale. Pour la deuxième question, a-t-on le droit de se défendre avec le judo? Alors là, c'est plus une interprétation ou un ressenti ou une appréciation subjective personnelle. Là, c'est un cadre légal. La réponse, donc, elle est faite, je dirais d'abord un petit peu d'histoire, parce que la légitime défense, c'est une exception juridique. Donc, ça commence quand? À partir de quand c'est formulé? La premier élément de réponse, elle a été faite par la loi du 17 février 1810. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'hier. Et dans son article 328, je vais le lire parce qu'il est très court. Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. Vous voyez que le texte est très court et donc de portée générale. Et avec, entre le droit pénal, il s'agit ici du droit pénal, entre le droit et l'émission et l'émotion collective, publique, il y a eu un certain nombre de situations qui ont été jugées et qui ont donné lieu à une jurisprudence abondante qui a été reprise en 92 par un nouveau texte que je vais lire parce que là, je ne veux pas commettre d'omission, et là, par rapport à l'article 122 alinéa 5 et 122 alinéa 6. Je vais les lire parce que ça donne une idée de la difficulté que cette exception juridique a posée pour finalement arriver sur un texte qui donne des indications plus précises et donc plus exigeantes et qui introduit la notion non seulement de la défense des personnes, mais également de la défense des biens, que je vais dire juste pour information, mais évidemment qu'on ne traitera pas parce que ce n'est pas le sujet de notre mondo. Je vais lire en insistant peut-être sur quelques mots, n'est pas responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, elle introduit la notion de la légitime défense des biens. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense autre qu'un homicide. Vous avez vu la nuance par rapport à la première partie du texte. Lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. Cette notion, elle est reprise dans les deux cas. Et puis, dans l'alinéa 6 du même article 122, et ça c'est important aussi parce qu'il n'était pas précisé dans le premier article de l'article 328, est présumé, ça c'est une présomption de la légitime défense, avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. En clair, c'est chez vous, hein, voilà, il n'y a pas d'interprétation élargie. Et deuxième cas de légitime défense présumée, c'est pour vous défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. Donc, on voit bien que la légitime défense concerne donc la défense de la personne, l'intégrité physique de la personne, soi-même ou autrui. Je vais dire à ce stade-là, et parce que c'est important de le savoir, que la légitime défense, elle doit être prouvée par celui qui a commis la riposte. Donc, celui qui veut se prévaloir de la légitime défense, avec les conditions que je viens de dire rapidement sur lesquelles je vais revenir, doit apporter la preuve au juge qu'il est bien dans les éléments constitutifs de la légitime défense. Et c'est le juge qui va apprécier si vous êtes réellement en situation de légitime défense. Et c'est important, pourquoi? Parce que
le fait d'avoir été reconnu en situation de légitime défense efface le geste de défense, donc l'infraction que vous avez commise, qui va donc de la riposte, même si elle doit être proportionnée, jusqu'à l'homicide, pour ce qui concerne les situations les plus graves. Elle vous dispense donc de la peine, mais elle efface aussi la possibilité pour l'agresseur de vous poursuivre pour des dommages et intérêts sur un préjudice qu'il aurait subi. Donc, cette précision en droit, elle est importante au moment de la charge de la preuve. Alors, pour qu'il y ait légitime défense, il y a des conditions. D'abord, il faut qu'il y ait une agression. Alors, je dis souvent, quand on me parle de ça, l'agression, n'oubliez jamais, il y a 3 temps. Il y a avant, pendant et après. Avant, finalement, c'est ce qu'on peut observer, une situation où on est, dans quel est l'environnement, quel est l'agresseur. Et de ce point de vue, euh, son attitude, sa gestuelle, sa position donnent des indications intéressante quand on est dans une situation où l'on doit se défendre. Pendant, évidemment, vous avez compris, la riposte elle doit être instantanée. Donc pendant, on fait ce qu'on peut, on se défend comme on peut, avec la notion toujours présente, mais finalement, elle est bien présente dans notre pratique, c'est celle du contrôle. Et avec le contrôle, son corollaire, c'est la notion de proportionnalité. Et puis après on rend compte. Parce que des fois, j'entends, on donne un coup, on s'en va, on fuit. Non, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Surtout actuellement, il y a des caméras partout. Vous donnez un coup, vous partez, vous fuyez. Si la personne à qui vous avez donné un coup meurt à la suite du coup, il faudra donner des explications à la fois sur la légitime défense, mais aussi sur la non-assistance à personne en danger. Bon, tout ça, ce sont des portes ouvertes sur une plateforme parce que, évidemment, quand on parle de légitime défense, il y a un certain nombre d'éléments juridiques qui s'y rapportent, hein, comme la responsabilité et autres. Donc, après, donc, on doit rendre des comptes. Ça veut dire, pour moi, il y a 2 situations. Hein, dans les situations, bien sûr, les plus abouties, les plus graves. Il y en a un qui sera en garde à vue et l'autre qui sera à l'hôpital. Voilà, donc il faut être capable, à ce moment-là, de se rapporter de façon permanente à la notion de proportionnalité. L'agression, donc je viens de le dire, il faut qu'elle soit, quels sont les éléments dont je viens de parler et de son déroulement. Elle doit être injuste. Injuste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle n'est pas légitime. Alors là aussi, il y a une notion parallèle, c'est celle de la violence sur le légitime qui est exercée notamment par les forces de l'ordre, puisque Yves, tu as évoqué mon histoire personnelle sur la police. Évidemment, quand les forces de l'ordre interviennent pour cette notion générale de force doit rester à la loi, l'action violente de la police, à condition évidemment qu'elle soit proportionnée à la situation. Parce que là aussi, on peut décliner sur la recherche de responsabilité. Cette violence légitime des forces de l'ordre, elle ne suppose pas ou elle ne présuppose pas que vous puissiez vous y opposer, parce qu'alors vous mettriez dans la situation du délit de rébellion. Donc cette légitime défense, elle doit être injuste, elle doit être actuelle. Bon, ça on a compris, on comprend facilement que si on est pris à partie, on subit une agression injuste et pour le coup on prend un temps, ne serait-ce que le temps de la réflexion, la réponse n'est plus immédiate. Et donc, on ne remplit plus ce critère d'immédiateté. Mais on comprend bien assez facilement que on nous attaque, on riposte, c'est dans le même temps. Ça, c'est facile à, imaginer. Le troisième élément, c'est qu'elle doit être réelle. Ça c'est un peu plus subtil, un peu plus délicat. Ça veut dire quoi une agression réelle? Ça veut dire qu'elle elle ne doit pas être le fruit de votre imagination. Je vais donner juste un petit exemple, ça, parce que c'est peut-être un peu plus abstrait. Vous êtes à Paris, vous prenez le dernier métro à Paris, vous rentrez chez vous à pied, vous habitez au 3e étage d'un immeuble assez important, et vous êtes suivi par un type là qui a une mine patibulaire, mais presque comme dirait Coluche. Et il vous suit, il rentre dans le même immeuble que vous, 1er étage.
Et là, vous vous dites, non, il ne va pas me suivre jusque chez moi, je ne vais pas laisser identifier mon domicile. Ce type-là, manifestement, c'est dangereux. Vous retournez, vous lui mettez un grand coup de poing dans la figure, et bien là, vous n'êtes pas sur une situation d'agression réelle, puisqu'en fait, c'était votre voisin du 4e étage qui venait d'aménager, donc vous n'aviez pas encore fait la connaissance. Voilà, si vous voulez, la réalité, l'exemple d'une justement non-réalité d'une agression. Donc, on a 3 éléments pour l'agression. Elle doit être injuste, actuelle et réelle. Pour la riposte, il y a également 3 éléments. La première, c'est qu'elle doit être nécessaire. Ça veut dire quoi nécessaire? Ça veut dire que, d'abord, ça veut dire que tout, on n'a pas besoin de réagir à tout. Nécessaire, ça veut dire surtout dans cette idée du droit, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas faire autrement que de riposter. La deuxième, c'est que la riposte, elle est immédiate, donc ça, on a compris. Et la troisième, c'est que, et ça, c'est la partie la plus importante, la riposte doit être proportionnelle à l'attaque. Alors ça, c'est important parce que là aussi, c'est le juge qui va décider si la proportionnalité de votre riposte est en adéquation avec le danger de l'attaque. Vous voyez bien que c'est un peu subtil. D'abord parce qu'il faut définir que le danger, le niveau de danger de l'agressivité était au point A, par exemple, et que votre riposte, eh ben, elle était peut-être pas à A, elle était peut-être à B. Bon. Tout ça pour dire que déjà, c'est difficile à définir. Et ça l'est d'autant plus que finalement, c'est à vous d'apporter la preuve de cela, mais c'est le juge qui va l'apprécier. Et donc, l'élément émotion, l'élément stress qui existe au moment où vous avez répondu, évidemment, il n'existe pas quand le juge apprécie dans le confort de son bureau, confort entre guillemets, la situation. C'est pas la même chose. Donc, pour le judoka, et revenir de façon très pratique, premier élément, ne pas attaquer le premier. Ça, c'est vrai dans notre pratique. C'est vrai dans la vie du policier, c'est vrai dans la vie de tout un chacun. On n'attaque pas le premier. Et pourquoi nous, on est familier avec ça? Vous étudiez les katas. Dans les katas, Tori ne prend jamais l'initiative, à ma connaissance. Uke initie l'action et Tori reprend l'initiative, action, réaction, action. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui nous est familier. Mais le deuxième élément, sur lequel évidemment on est peut-être un peu moins entraîné, c'est celui de la proportionnalité de l'attaque, la pertinence aussi de cette réponse. Je vais prendre un exemple qui va peut-être nous marquer ou faire une référence avec notre pratique. C'est dans les 20 attaques Maidori Kubi. Vous savez, la 3e attaque de la série A, où la défense sur saisie à la gorge des 2 mains, donc ou qui attaque, ça rentre dans la tradition de notre culture et dans les éléments constitutifs de la légitime défense. Donc Uke vous saisit à la gorge, la défense c'est Sode Tsurikomigoshi par Tori, donc projection, contrôle au sol avec torsion du bras, contrôle de Uke sur le ventre, et puis Tori qui contrôle parfaitement la situation, qui maîtrise complètement l'agresseur puisqu'il est à plat ventre, qui ne peut plus bouger, assène un coup, un atemi, alors à la tête ou à la nuque, je ne sais pas, pour moi ça n'a jamais été très bien précisé, mais c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas enseigner. Pourquoi? Parce que ça renvoie évidemment aux éléments non constitutifs de la légitime défense et donc à votre responsabilité d'acteur quand vous avez fait ça, mais aussi à notre responsabilité d'enseignant. Et ça, je l'ai eu l'occasion de dire quelques fois sur les interventions sur les 20 attaques ou même au colloque des hauts gradés, parce que évidemment, ça engage une responsabilité personnelle, mais ça engage aussi celle des enseignants. Et puis, par effet de propagation, une responsabilité éventuellement civile, puisque le fait pénal est un fait personnel, mais peut-être aussi de la fédération qui a conduit à développer une pratique qui ne correspond pas aux exigences du droit et qui ne correspond pas non plus à notre idée de la pratique. Et puis, je vais
Alors, une question encore aussi qui est posée parfois, est-ce que j'ai le droit en tant que judoka de me défendre? Ben, la loi ne précise pas, que vous soyez grand, fort, malin, judoka et aucune précision est faite sur, les qualités de la personne. Il est bien évident que si vous êtes grand, fort, malin et judoka, et donc judoka par définition, vous serez mieux armé pour vous défendre. Mais évidemment que vous pourrez utiliser les éléments naturels que la génétique vous a donnés, ou à la suite des apprentissages que vous avez pu faire, vous serez simplement mieux armé pour vous défendre. Ce qui sera observé, ce ne sont pas ces éléments que je viens de dire, mais c'est la proportionnalité. Parce qu'effectivement, le juge sera plus enclin à analyser de façon plus exigeante la proportionnalité de la riposte si vous êtes grand, fort et judoka confirmé. Je voudrais terminer cette présentation sur le droit avec le droit européen. Vous savez qu'aujourd'hui, les nations sont données ou sont couvertes par le droit européen. Et le droit européen reconnaît le droit à la vie sur deux éléments, deux critères, l'absolue nécessité et la proportionnalité. Donc vous voyez que sur un raisonnement juridique pur qui conduirait à aller jusqu'à saisir les institutions judiciaires européennes, les deux notions qui seront retenues et qui étaient de façon presque constante dans mon propos, c'est la nécessité, il faut être dans la nécessité de se défendre et dans la proportionnalité de la riposte. Voilà la présentation que je souhaitais faire des éléments de discussion qu'on va avoir là. Et j'espère qu'on va passer un moment ensemble à la fois très constructif et très sympathique. Merci beaucoup, Ramon.